Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'Actu. Sinev et moi-même, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'amphithéâtre de l'EN3S, mais également sur la chaîne YouTube et sur le compte Facebook de l'EN3S. Et nous allons vous présenter aujourd'hui la thématique suivante. Faut-il unifier les retraites du secteur privé et du secteur public ? Le président de la République a inclus dans son programme la mise en place d'une retraite universelle qui ouvrirait les mêmes droits aux cotisants à niveau de cotisation égal. Cette proposition fait suite à de nombreux rapports sur la convergence des régimes de retraite et notamment sur le rapprochement entre secteur public et secteur privé. On peut citer le rapport de l'OCDE de 2016 qui indique que seuls 4 pays de l'OCDE ont encore des régimes de retraite séparés. La France, la Belgique, l'Allemagne et la Corée du Sud. Ce qui entraîne des difficultés, notamment des différences de traitement, des coûts de gestion supplémentaires, mais également un frein à la mobilité. Il faut savoir qu'il faut 15 ans de service dans la fonction publique pour pouvoir ouvrir des droits à la retraite en France. Le COR publie également des études régulières sur la convergence entre le secteur public et le secteur privé en ce qui concerne les retraites. La dernière a été présentée lors de la réunion du Conseil de mai 2017. Au niveau du périmètre de notre étude, on voit bien que se détachent deux grands périmètres. Le régime des salariés du secteur privé, appelé régime général, qui couvre 68% des actifs, et les régimes spéciaux des salariés du secteur public, État, collectivités, établissements publics, qui représentent 18% des actifs. Les régimes des non-salariés, qui représentent 11% des actifs, ne seront pas traités au cours de cette étude. En ce qui concerne le fonctionnement du régime général, on ne vous apprend rien, il est géré par la CNAF. Les salariés cotisent également à des régimes complémentaires, la GIRC et l'ARCO pour les cadres et ouvriers du secteur privé, et l'IRCANTEC pour les salariés non titulaires de la fonction publique. En ce qui concerne le régime des agents publics, le service des retraites de l'État sert des pensions aux agents titulaires de l'État, aux magistrats et aux militaires. Les ouvriers de l'État bénéficient de pensions du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Et en ce qui concerne la fonction publique et territoriale, les agents titulaires cotisent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL. Ils bénéficient également d'un régime complémentaire marginal, le régime additionnel de la fonction publique, RAFP. Nous avons relevé 2 enjeux. Tout d'abord, l'équité de traitement des assurés. Quel que soit le régime dont ils relèvent, quel que soit le régime dont relèvent les assurés, l'équité de traitement figure parmi les objectifs assignés au système de retraite par le législateur. Enfin, la pérennité financière. La Cour des comptes estime que pour les pensions publiques, le point d'équilibre apparent n'est pas encore atteint. C'est-à-dire qu'il sera difficile de payer les pensions sans nouvelle réforme. Un rapport de l'IFRAP de 2013 estimait à 10,5 milliards d'euros les économies pouvant être dégagées en rapprochant les 2 régimes à horizon de l'année 2020. La problématique que nous souhaitons donc traiter, quelles sont les différences de traitement entre le secteur public et le secteur privé? L'unification des régimes est-elle souhaitable pour améliorer l'équité et la pérennité du système de retraite? Afin de répondre à cette problématique et d'apporter des solutions, nous allons diviser notre étude en 2 parties. Tout d'abord, les différences qui persistent en dépit des réformes engagées depuis 2003. Et ensuite, finalement, quelles sont les perspectives envisageables pour une unification de ces retraites. Donc, dans la première partie, nous allons voir que les réformes menées à partir de 2003 ont permis de rapprocher les régimes du secteur privé et du secteur public, mais cependant qu'il subsiste encore des différences importantes. En premier lieu, on peut noter que si le régime général a connu sa première grande réforme dès 1993, avec une durée de cotisation qui a été fixée à 40 ans, le passage d'un calcul des 10 aux 25 meilleures années, la revalorisation des pensions selon l'inflation, il a fallu attendre 2003 pour voir des évolutions de même nature être engagées dans le régime de la fonction publique. On est donc passé d'un système qui était assez généreux à la nécessité de gérer des équilibres. Dès 2003, les règles de calcul des retraites des fonctionnaires se sont sensiblement rapprochées de celles du secteur privé, avec des réformes qui ont joué notamment sur 2 paramètres principaux: l'allongement de la période d'activité et la revalorisation des pensions.
Donc le premier paramètre, l'allongement de la période d'activité, il y a plusieurs points qui ont joué. D'abord, il y a eu un allongement de la durée de cotisation. En 2003, les règles du public ont été harmonisées avec celles du privé, avec un passage à 150 trimestres pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation. Et les évolutions depuis sont identiques. On a eu une introduction des mécanismes de décote et de surcote. Un mécanisme de décote, c'est-à-dire un coefficient de minoration qui dépend de l'âge de la retraite ou de la durée d'assurance, tout régime confondu. Cela existait déjà pour le régime général, ça a été mis en place en 2003 pour les régimes du public. Il y a également eu donc un mécanisme de surcote, c'est-à-dire un coefficient de majoration qui permet d'accroître le montant de la pension en proportion du nombre de trimestres d'assurance accomplis au-delà de l'âge d'ouverture des droits et de la durée nécessaire pour obtenir une pension à taux plein. Les dispositifs de départ anticipé pour carrière longue également ont été harmonisés, avec des règles qui sont identiques, sauf pour les catégories actives de la fonction publique, mais nous reviendrons sur ce cas plus tard. Enfin, il y a eu un recul de l'âge de la retraite. En 2010, l'âge d'ouverture des droits est passé de 60 ans à 62 ans, pour le privé comme pour le public. Et il a été prévu l'extinction des dispositions qui permettent dans la fonction publique aux parents de 3 enfants d'obtenir une pension de retraite sans condition d'âge après 15 ans d'exercice. Le deuxième paramètre, c'est la revalorisation des pensions. La réforme de 2003 a instauré l'indexation des pensions des fonctionnaires sur l'inflation et plus sur le point de la fonction publique comme c'était le cas auparavant. De plus, la LFSS 2016 a prévu qu'elle serait revalorisée non plus en fonction de l'inflation de l'année à venir, mais de l'inflation constatée au cours des 12 derniers mois, comme c'était le cas pour le privé. Enfin, la revalorisation des pensions a été aussi revue, puisque les agents retraités de la fonction publique ne bénéficient plus depuis 2003 des revalorisations catégorielles et statutaires qui sont accordées aux agents en activité. On voit donc qu'il y a eu un certain succès de la convergence, avec des taux de remplacement qui sont devenus comparables, de l'ordre de 75% dans le privé comme dans le public. Cependant, il y a toujours des écarts de niveau de pension, mais ils reflètent surtout des écarts de durée de carrière ou de qualification. Cependant, on voit que des différences entre les régimes persistent. Donc, tout d'abord, comme nous l'avons vu sur le schéma introductif, il y a une différence au niveau de l'architecture des régimes. En ce qui concerne les salariés du secteur privé, ils cotisent à la fois à un régime de base, le régime général, et à des régimes complémentaires, Agir-Carco. En ce qui concerne les pensions des fonctionnaires, elles sont versées par une seule entité, le SRE ou la CNRACL, si on met à part le cas de la RAFP. Ces différences portent également sur des modalités de calcul et on vous présentera enfin d'autres différences qui persistent. En ce qui concerne les modalités de calcul, les assiettes de cotisation sont différentes. Les rémunérations prises en compte, notamment, pour les salariés du secteur privé, la totalité de la rémunération est couverte par le régime de base et par les régimes complémentaires. Pour les fonctionnaires, l'assiette est limitée au seul traitement indiciaire. Les primes ne sont pas prises en compte. Le taux de cotisation également est différent. Même si la comparaison du taux facial n'est pas forcément pertinente, elle permet à minima de mettre en évidence l'importance de la contribution de l'État pour assurer l'équilibre du régime public. Pour un cadre du secteur privé, le taux de cotisation s'élève à 25,2%, quand pour un fonctionnaire d'état civil, il s'élève à 83,82%, avec une part de l'État employeur s'élevant à 74%. En fait, il est plus intéressant de s'interroger sur l'effort contributif. L'effort contributif, c'est le pourcentage du salaire consacré au financement de la retraite. Après correction apportée par le corps au regard de l'assiette, des taux de prélèvement et de la situation démographique, on constate que l'effort contributif reste plus important pour le secteur public. Cet écart est essentiellement dû à une forte contribution de l'État employeur. Les deuxièmes modalités de calcul qui diffèrent concernent la détermination de la pension, notamment le taux de la liquidation. Dans la fonction publique, le taux de la liquidation de pension est plafonné à 75%. Les agents peuvent bénéficier de bonifications et le taux peut être porté à 80%. Pour les salariés du secteur privé, le taux maximum pour la retraite au régime général est de 50%. Pourtant, comparer les taux de liquidation ainsi, c'est un peu comparer des choux et des carottes. En effet, en ce qui concerne le régime général, les 50% ne concernent que le régime de base. Tandis que pour le public, les 75% concernent à la fois le régime de base et les régimes complémentaires. Enfin, dernier point de modalité de calcul différente,
les périodes de référence prises en compte pour la validation, pour calculer le traitement de référence. Pour les fonctionnaires, ce traitement correspond à l'emploi effectivement détenu depuis au moins 6 mois au moment de la cessation de service. Pour les salariés du secteur privé, le salaire utilisé pour le calcul de la pension du régime général est la moyenne des 25 meilleures années. Dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco, la pension est calculée en fonction du nombre total de points acquis par l'assuré et dépend donc de l'ensemble de la carrière. Les autres différences entre les systèmes, la prise en compte de la pénibilité. La loi de 2014 qui instaure un compte pénibilité ne concerne pas le secteur public. Le départ précoce dans le cas des catégories actives. Les emplois de catégorie active présentent un risque particulier ou exposent les agents à des fatigues exceptionnelles. On pense aux métiers de pompiers, de policiers ou de militaires par exemple. Ces emplois ouvrent droit à des départs anticipés ou à des bonifications de retraite. Cela représente environ 700 000 personnes et du fait de l'existence de ces dispositifs, plus de 20% des nouveaux retraités de la fonction publique ont moins de 60 ans. Dans le secteur privé, ce taux est uniquement de 6%. Des différences persistent également au niveau des dispositifs de solidarité et notamment des avantages familiaux. Les majorations de durée d'assurance sont moindres pour les fonctionnaires. Cependant, ils bénéficient de bonifications de pension pour familles nombreuses plus conséquentes que leurs camarades du secteur privé. Enfin, on peut évoquer également la prise en compte des temps de travail, et notamment les temps partiels ou non complets. Dans le secteur privé, la validation d'un trimestre se fait en fonction du salaire. Il faut toucher 150 fois le SMIC horaire pour valider un trimestre. L'impact peut être neutre, tant sur la validation du nombre de trimestres que sur le montant de la pension. En revanche, un salarié travaillant à temps partiel ou à temps non complet dans la fonction publique, la validation du trimestre est fonction du nombre de jours travaillés. Il faut 90 jours travaillés pour valider un trimestre. Le temps de travail des salariés à temps partiel ou à temps non complet n'est compté pour la validation des trimestres qu'à due proportion de la quotité réelle de travail. Ce qui implique donc des différences. Finalement, pourquoi faire cette présentation comparative si certaines des données que nous avons présentées ne sont pas forcément pertinentes à la comparaison? C'est parce que ces différences, si elles ne sont pas forcément synonymes d'inégalité, elles rendent difficiles toutes les comparaisons possibles entre les différents mécanismes mis en place. Et elles pèsent donc sur l'acceptation du maintien de 2 régimes distincts. Le système de retraite souffre d'un manque de lisibilité et d'équité. Et ces manques rendent nécessaires de nouvelles réformes. Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir qu'il existe différentes perspectives qui permettraient l'unification des retraites du secteur public et du secteur privé. Donc, nous allons voir déjà les pistes de réformes qui sont proposées par la Cour des comptes pour poursuivre la convergence des régimes, puis le programme du nouveau président de la République qui prévoit un passage à un système universel de retraite. La Cour des comptes, dans son rapport de 2016, les pensions de retraite des fonctionnaires, a fait 2 scénarios de réforme de grande ampleur pour unifier les retraites du secteur privé et du secteur public. Le premier scénario, c'est l'intégration. Ça correspond à rattacher tous les fonctionnaires en activité au régime des salariés du secteur privé pour la totalité de leur carrière. Le deuxième scénario, ça serait un adossement au régime général, c'est-à-dire ne rattacher au régime du secteur privé que les fonctionnaires nouvellement recrutés, en prenant exemple sur la réforme du régime des retraites des industries électriques et gazières. Si ces 2 scénarios permettent d'assurer une parfaite équité entre public et privé, la Cour des comptes a préféré les écarter face à 4 difficultés qui mettent leur mise en application complexe. Ces 4 difficultés, ce sont une phase de transition qui serait longue, au cours duquel les régimes de fonctionnaires continueraient d'exister. 30 ans dans un cas, 70 ans dans l'autre. De plus, certains agents pourraient voir leur pension de retraite sensiblement modifiée par le changement de règles, même si la variation moyenne devrait être faible. Enfin, la réforme ne serait rentable qu'au bout de 17 ans, d'après les calculs de la Cour des comptes. En effet, si l'alignement des cotisations patronales sur les niveaux les moins élevés dans le secteur public permettrait de dégager 28 milliards d'économies à terme pour les employeurs publics, il y aurait toujours 58 milliards de pensions de retraite à verser aux fonctionnaires qui sont déjà partis en retraite. Et dernier point, le rattachement est techniquement difficile. En effet, cela nécessite d'avoir des données de carrière qui sont nécessaires pour le calcul des pensions dans le secteur privé, qui n'existent pas dans le secteur public. La Cour des comptes a donc plutôt préféré proposer une série de mesures paramétriques pour poursuivre la convergence des régimes en développant notamment 2 axes.
Le premier axe, c'est une amélioration de la gestion et du financement des régimes des retraites des fonctionnaires. Elle propose notamment de créer une caisse unique de retraite des fonctionnaires d'État et de concentrer les centres de gestion nationaux afin d'avoir une direction plus étroite et de pouvoir faire des économies de coûts de gestion. Elle propose également d'identifier les avantages non contributifs des régimes des fonctionnaires et de leur attribuer des financements spécifiques, ou encore de mettre en place une contribution majorée pour les employeurs de catégorie active. Le deuxième axe de proposition de la Cour des comptes, c'est d'avoir des leviers d'évolution des régimes de retraite des fonctionnaires. Ça correspond par exemple à l'allongement de la période de référence, la prise en compte des primes, la suppression des bonifications, l'harmonisation des droits familiaux et conjugaux avec les règles du privé, ou encore la remise en question des catégories actives. Toutes ces mesures permettraient de générer des économies à court ou à moyen terme, mais ça dépend du choix de mesures qu'on fait. Et elles ne permettraient qu'une convergence partielle qui n'effacerait pas toutes les différences entre les régimes. Il y a donc toujours un risque qui serait lié à la non-acceptation par le public des différences entre les secteurs privés et publics. Donc pour harmoniser les différents régimes, secteurs privés et publics, mais aussi les régimes spéciaux et non salariés, le programme du nouveau président prévoit une solution différente qui serait le passage à un système universel de retraite. Avant de rentrer dans le programme proposé par le nouveau président, nous souhaitons vous présenter les comptes notionnels. Il s'agit d'un régime par points où chaque assuré accumule un capital virtuel défini comme la somme des cotisations versées, revalorisées jusqu'à la liquidation. La pension est donc égale au capital virtuel, effort de cotisation, multiplié par un coefficient de conversion, déterminé à l'âge de liquidation. Le coefficient de conversion dépend à la fois de l'espérance de vie moyenne de la génération de l'assuré à l'âge du départ à la retraite et du taux de revalorisation des pensions. Il existe un équilibre actuariel entre les cotisations versées et les pensions reçues pour chaque génération. Il peut y avoir un régime universel ou plusieurs régimes en compte notionnel. Dans son programme, le président proposait de créer un système universel de retraite, avec des conséquences sur la convergence des retraites du secteur public et du secteur privé, notamment en termes d'harmonisation des modalités de calcul. Les fonctionnaires, salariés, indépendants auront tous les mêmes droits. Le calcul à la retraite sera le même pour tous. Pour 1 euro cotisé, nous aurons les mêmes droits. Un compte individuel regroupera les cotisations au régime de base et éventuellement au régime complémentaire, qu'elles soient versées sur les bases de revenus ou acquises au titre de la solidarité. Ces cotisations seront ensuite revalorisées chaque année selon la croissance des salaires. Au moment de la retraite, les droits accumulés seront convertis en une pension à l'aide d'un coefficient de conversion, fonction de l'âge de départ et de l'année de naissance. Cela induit également une harmonisation des taux de réversion. La mise en place proposée par Emmanuel Macron correspondant à la mise en place de comptes notionnels et pas seulement d'un régime à points. Cette réforme emporte au passage l'importance d'un meilleur pilotage. Cependant, elle ne permet pas d'assurer que les futurs retraités bénéficieront d'un taux de replacement équivalent à ce qu'ils avaient avant la réforme. Certaines spécificités des régimes ne disparaîtront pas, notamment les conditions d'âge et les taux de cotisation qui pourront rester différents selon les secteurs. On le conçoit bien, le projet présidentiel n'est pas encore consolidé. Le programme n'est notamment pas explicite sur plusieurs points. Le maintien ou la fusion de différents régimes, l'inclusion de régimes complémentaires ou non. Le président a précisé qu'il ne proposait pas de toucher au régime complémentaire, ce qui risque de reporter finalement les différences au niveau de ces régimes. La gestion des droits acquis. L'alignement se fera-t-il de façon rétroactive? Y aura-t-il une gestion des droits anciens en parallèle ou alors une conversion des droits acquis? Les périodes de transition. 2 périodes ont été évoquées. L'éventualité d'une loi dès 2018 ou alors une mise en œuvre sur 10 ans avec 5 ans d'élaboration et 5 ans de mise en œuvre. En ce qui concerne les taux de cotisation et l'impact de l'effort contributif, ce dernier n'est pas neutralisé. En fonction des différents systèmes, le montant des cotisations à salaire égal reste différent. Et enfin, reste posée la question du montant de la contribution de l'État à l'équilibre des régimes de retraite du secteur public. Toutes ces dérogations
sont autant d'obstacles à l'objectif de lisibilité. Donc on va passer à la conclusion. Donc pour nous, oui, il faut unifier le régime des retraites. On voit que des réformes importantes ont déjà eu lieu, qui ont permis de garantir une meilleure équité de traitement et d'assurer la pérennité financière du système de retraite. Néanmoins, aujourd'hui, on pourrait estimer que le degré de convergence est déjà assez important. Mais le système semble toujours manquer de lisibilité, de moyens de pilotage, d'équité. Et le rapport du corps qui a été publié aujourd'hui montre également qu'il y a une dégradation des perspectives financières, puisque à l'horizon 2021, le besoin de financement pourrait s'élever à 9 milliards, ce qui correspond à 0,4% du PIB. La volonté d'unification ou de convergence est clairement amorcée, mais elle ne sera possible qu'en gagnant la confiance des assurés. Nous avons vu qu'il y avait 2 pistes qui étaient proposées, qui emportent chacune des avantages et des inconvénients. La première piste, c'est donc un rapprochement des règles, avec des différences de traitement qui subsisteraient, mais en même temps, c'est une méthode de convergence à petits pas qui a déjà fait ses preuves. Et la deuxième piste, c'est une mise en œuvre d'un système de retraite universel. Et là, il y a 2 possibilités. Soit c'est une réelle unification, mais il y a des risques qui sont associés, une mise en œuvre complexe, une acceptation sociale qui peut être difficile. Soit c'est une unification de forme avec le maintien de nombreuses dérogations. Quelle que soit la voie choisie, qu'on ait une réforme paramétrique ou un changement de paradigme, elle n'aura d'impact, si elle n'a pas d'impact plutôt sur la lisibilité et sur l'équité du système de retraite, elle ne permettra pas de renforcer la confiance des assurés dans le fonctionnement global du système des retraites, et donc elle risque de rater sa cible. Et pour finir, nous avons analysé ici l'unification entre les régimes privés et publics, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui pour tous les régimes spéciaux, pour lesquels la question de la pérennité est aussi posée si on passe à des systèmes universels. Nous vous remercions de votre attention.